Sud Radio fait son tour de France. Frédéric Brindel. Bonsoir, les vraies voix du Tour de France. Au sommaire de cette émission, le grand bilan. Avez-vous aimé ce tour? La domination de Pogačar est-elle bénéfique pour le cyclisme? Les Français, Vauquelin, Paré-Peintre, Gégat, Martinez, Grégoire, vous ont-ils convaincus? Et puis la dernière étape du Tour de France doit-elle systématiquement passer par Montmartre? D'ailleurs, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Répondez, donnez-nous votre point de vue, on vous donnera le résultat de la consultation. La dernière étape du Tour de France doit-elle systématiquement passer par Montmartre? Nos grands témoins de l'émission, l'ancien coureur du Tour de France devenu président de la Ligue du cyclisme professionnel, Xavier Jean. Bonsoir Xavier. Bonsoir. L'un des meilleurs coureurs de l'histoire du cyclisme français, 4e du Tour de France, ancien maillot jaune, double vainqueur du Critérium du Dauphiné libéré. Bonsoir Christophe Moreau. Bonsoir Fred. En forme Christophe. Nous accueillons nos consultants, le président de l'UNCP, Pascal Chanteur, qui va nous rejoindre dans un instant, et puis l'ancien vainqueur d'étape et porteur du maillot jaune, Vincent Barthaud. Il est en forme, Vincent ? Nickel, j'ai super bien récupéré, moi. En revanche, le cadrage, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, le cadrage, ça vaut le coup parce que vous êtes cadré au niveau de la lunette. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, cher Vincent Barthaud. Alors, c'est parfait. Oui, parce que vous êtes plus d'1 million d'abonnés à la chaîne YouTube sur Sud Radio. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, un mot, Christophe Moreau. Le monde du cyclisme vous a vu sombrer dans une grave crise personnelle faite d'addiction, de violence et de prison. Il y a 2 ans, vous annonciez à la presse votre reconstruction à venir et puis vos regrets. Merci très sincèrement, Christophe, de nous accorder ce moment bilan. Ça fait 2 ans. Je vous ai croisé hier sur les Champs-Élysées du Tour de France. Tout le monde était content de vous revoir tel qu'on vous a aimé avant. On confirme, ça va bien, Christophe? Oui, ça va bien. Évidemment, il a fallu se reconstruire, il a fallu passer cette épreuve qui a été une vraie épreuve de la vie. On assimile ça à une chute de vélo. C'était une grosse chute où j'ai un petit peu perdu mes repères. Je crois que les projecteurs, lorsqu'ils se sont éteints après ma carrière, où j'étais sous la lumière, m'a malheureusement désorienté. Et je regrette effectivement tous ces faits qui sont intervenus dans ma vie personnelle. Je crois que j'ai fait souffrir beaucoup de monde. J'ai souffert également. Je crois que je minimise pas du tout ce que j'ai pu effectuer à cette époque-là, mais le plus important, c'était de rebondir. Parce qu'on a le droit de chuter, on a tous le droit de faire des erreurs, on a tous le droit d'avoir un moment d'égarement, mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de se reconstruire, de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir sa famille, ses proches, et puis de penser au futur. Le passé, il est celui-ci, je dois l'assumer, je l'assume au quotidien, chaque jour, je peux vous le promettre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce futur qui m'intéresse, et de dire que voilà, tant qu'on est debout, il y a des choses à faire, on peut encore être utile. Ouais, à titre personnel, je suis très touché, Christophe Moreau, parce que je vous ai adoré comme coureur. Vous êtes un homme, effectivement, avec ses forces et ses faiblesses, mais votre exemple n'est pas singulier. Il traduit aussi une problématique des sportifs de haut niveau qui se retrouvent à la fin de la carrière et qui, en plus, sont passés par des éléments si particuliers. Et lorsqu'arrive ce qu'on appelle la petite mort, eh bien, ces sportifs sont en difficulté. Cher Xavier Jean, président de la Ligue professionnelle de cyclisme, vous avez un regard particulier sur vos champions cyclistes parce que cette vie de cycliste professionnel est très dure, avec des conséquences parfois terribles. Oui, voilà, il faut aujourd'hui, je salue le courage de Christophe de venir ici, parce qu'il en faut, voilà. Il a eu beaucoup de succès dans sa carrière, mais je crois de rebondir, comme il a su le faire depuis 2 ans, c'est aussi un très grand succès, peut-être le plus grand. Peut-être le plus difficile à aller chercher, et il faut le souligner. Donc bravo Christophe. Merci Xavier. Voilà, on sait que les carrières de cyclistes, oui, on parle de petite mort à la sortie. Effectivement, c'est un passage délicat pour tous. Voilà. On a la chance de vivre une passion, un métier qui est une passion avant d'être un métier. Voilà. Les seuls jours où quelque part c'est un métier, c'est quand on ouvre les volets le matin et qu'il fait 5 degrés et qu'il y a des trompes d'eau. Pour le reste, les autres jours, c'est pas un métier, c'est une passion. C'est quelque chose où il n'y a pas de routine.
Donc c'est assez exceptionnel. C'est un beau métier, mais qui, on le voit, de plus en plus de coureurs, et on en a des très célèbres, comme le néerlandais Tom Dumoulin, il y en a plein d'autres, qui font des burn-out. Et on a vu d'ailleurs Tadej Pogačar sur la fin dire « Oh là là, je suis fatigué ». C'est un métier, oui, où il y a beaucoup de tension, beaucoup de pression, et ça s'arrange pas, j'ai envie de dire, puisque les chiffres sont préoccupants sur l'état psychologique du peloton, puisque même l'UCI, au dernier séminaire World Tour en décembre dernier, à Nice, a mis le sujet sur la table, puisque aujourd'hui, elle annonce 28% des cyclistes professionnels de haut niveau qui sont sous un état de tension psychologique importante. Ah oui, donc ça, parce qu'aujourd'hui, tout est anodin. C'est pas anodin. On formate tout. Voilà, on formate l'entraînement. On ne laisse plus rien au hasard. Et donc, on laisse de moins en moins cette marge où l'individu peut s'exprimer, faire ressortir son caractère personnel. Et aujourd'hui, à vouloir tout contrôler, tout optimiser, on amène quelque part ces athlètes dans un tunnel où il est de plus en plus difficile de sortir et de s'exprimer. On tolère les grands champions puissent encore avoir un peu de marge, mais les jeunes de moins en moins, et ça c'est une vraie préoccupation. Vincent Barthaud, en 84, vous enflammez la France. En 89, le 14 juillet, vous gagnez à Marseille l'étape historique. Et puis après, tout s'arrête. Et ça n'a pas été simple non plus, Vincent. Vous qui êtes on va dire un amoureux de la vie, ça n'a pas toujours été facile à gérer, Vincent Barthaud. Exactement. Oui, parce que j'ai arrêté un peu avant d'avoir vraiment envie d'arrêter. Mais j'ai eu la chance de rebondir assez rapidement en devenant consultant pour Eurosport sur une proposition de Patrick Chassé qui m'a fait rester un petit peu dans ce milieu, et puis ça a duré 15 ans. J'ai fait mon 36e tour cette année. Mais c'est vrai que dans la reconversion plus professionnelle, je me suis dirigé tout de suite avec mon épouse sur une franchise qui a duré aussi pendant pratiquement 25 ans. Et voilà, je suis bien retombé sur mes pieds. Mais c'est vrai que pour l'amour que j'avais pour le vélo, ça n'a pas été simple. Vous savez, quand vous arrêtez un peu avant le temps prévu, j'avais que 28 ans. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est vrai que des fois, tout va bien. Mais on peut très bien se retrouver malheureusement du mauvais côté de la barrière, et je vais profiter pour embrasser mon Christophe que j'ai été très content de retrouver hier sur les champs. Oui. Et c'est important parce que l'exemple de Christophe Moreau est fort. Il a eu l'honnêteté de dire j'ai fauté. Il a été accusé. Il est en train de se reconstruire, et c'est aussi important qu'on ait ce regard sur la valeur humaine et sur ce champion. Christophe Moreau. Tout à l'heure, je pense qu'on aura une belle surprise. Richard Virenque qui a été votre coéquipier. Richard Virenque viendra aussi nous donner son avis au cours de cette émission. Il sera en visio, comme Vincent, mais sur cette histoire du Tour de France, qu'est-ce qui est le plus beau pour un coureur qui fait le Tour de France? Vous avez porté le maillot jaune, vous étiez au pied du podium, 4e, premier français. C'est quoi le plus fort sur le Tour de France, Christophe Moreau? Sur le Tour de France, je crois que c'est véritablement de porter un jour le maillot jaune. Je crois que c'est la référence. On l'a vu avec Kevin Vauquelin notamment, et puis sur d'autres coureurs aussi. La popularité que ça génère lorsqu'on est français. On rêve d'être maillot jaune. C'est-à-dire la popularité du français et celle liée au maillot jaune aussi. Voilà. Voilà, c'est ça exactement. Et ce qui fait que ce maillot jaune, c'est une convoitise absolue. On voit encore avec le déchaînement médiatique, le public que j'ai vu énorme au bord de la route, vous devenez en quelques kilomètres, j'ai envie de dire, en quelques étapes, une star nationale. Et ce qui fait qu'on est à la recherche depuis 40 ans à un futur vainqueur du Tour de France. Depuis Bernard Hinault, ça fait beaucoup de temps. Et il est clair que ce coureur-là, j'espère qu'il est né, j'espère qu'il s'appelle Paul Sexas. Ah oui, coureur de décathlon. Clairement, parce que c'est une pépite. On peut peut-être parler d'un Pogačar français. Il a les capacités de le faire. Mais c'est vrai que le maillot jaune ou la victoire d'étape, on l'a vu que ça apporte énormément pour les sponsors et pour le coureur, parce que le niveau qu'il y avait cette année sur le Tour était juste incroyable. Ouais. Donc c'est vrai, depuis 40 ans, nous n'avons pas eu de Français vainqueur du Tour de France. C'était Bernard Hinault, et juste avant, c'était Laurent Fignon. Qui était votre grand ami, Vincent Barthaud aussi. On a une pensée pour Laurent Fignon, qui
qui reste pour moi mon idole numéro 1 de toute ma jeunesse. Enfin bref. Donc depuis, il y a eu Thibaut Pinot, il y a eu Christophe Moreau, il y a eu Richard Virenque, il y a eu Romain Bardet, et puis on espère avoir des Français. On va en parler avec le patron du cyclisme professionnel français, qui est notre invité, Xavier Jean, le président de la Ligue de cyclisme professionnel. Christophe Moreau, l'ancien porteur du maillot jaune, est avec nous. Notre consultant Vincent Barthaud, ancien porteur du maillot jaune, avec nous. Richard Virenque devrait nous rejoindre, Pascal Chanteur aussi. Restez bien avec nous, les vraies voix font leur tour de France. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio fait son tour de France. Frédéric Brindel. Les vraies voix du Tour de France avec nos invités d'honneur, Xavier Jean et Christophe Moreau, qui seront tout à l'heure rejoints par un certain Richard Virenque. Et nous sommes bien sûr accompagnés de notre consultant Vincent Barthaud. Vincent Barthaud qui est en visio parce que il a quitté le Tour de France hier et pour l'instant on voit son jardin. Si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de Sud Radio, vous aviez de beaux arbres et en voici un très bel arbre. Vincent, on a pu voir votre jardin, Vincent, hein? Oui, bah écoutez, il n'est pas facile à entretenir. Hein. Et il n'y a pas que lui, si je pouvais me permettre. Bon, allez, les vraies voix du Tour de France. Un Tour de France passionnant, Xavier Jean, parce que d'aucuns ont dit que la domination de Tadej Pogačar était vraiment trop marquante. On s'y attendait. Déçu ou pas? Non, pas déçu, parce que je crois qu'on a eu un tour qui est effectivement marqué par cette domination, mais ça a impliqué d'autres phénomènes. Du coup, bon nombre d'équipes ont vraiment zappé le général très rapidement pour se focaliser sur les étapes. Du coup, on a eu quasiment l'intégralité des étapes avec de la bagarre tout le temps, avec des échappées qui ont mis beaucoup de temps à partir, avec une intensité de course exceptionnelle. Certaines fois on pensait que c'était l'échappée était partie et ça relançait et sans arrêt et je crois que voilà, effectivement il y a une domination. Pour le classement général, il y avait peut-être pas un suspense qu'on aurait aimé avoir, mais pour autant le reste du tour, on peut pas dire qu'on se soit ennuyé, puisque tous les jours c'était à l'attaque, tous les jours c'était des rebondissements, tous les jours on a eu un spectacle offert par les coureurs magnifique. Christophe Moreau, Tadej Pogačar dominateur, on a déjà vu ça dans l'histoire du Tour de France, c'est-à-dire vous faites un sport où quand quelqu'un est très fort, il est intouchable. Oui, et puis on en a eu des exemples par le passé avec Merckx à l'époque, effectivement, qui était aussi un prodige, qui avait une domination absolue. On se demandait comment faire pour battre Eddy Merckx à cette époque-là. Aujourd'hui, ce Pogačar, c'est le nouveau Merckx. Il y a des phénomènes qui existent comme ça sur des décennies, sur des demi-siècles. On le voit. Alors bon, vous par exemple, vous faisiez partie des potentiels vainqueurs du Tour de France. Bon, vous êtes tombé sur une époque, il y avait un certain Armstrong, notamment. Bon, c'est un petit peu difficile, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on découvre chez vous, par exemple, la capacité de VO2 max. Il y a des qualités naturelles contre lesquelles on ne peut rien faire. Hein. Exactement. Ouais. Je pense que le travail, le mental est bien évidemment primordial, mais génétiquement, vous êtes fait pour faire du vélo. Comme vous êtes sprinter ou grimpeur, je crois que c'est papa et maman qui font les choses. Ouais. Et derrière, bien sûr, le travail, l'abnégation était aussi incontournable. Mais cependant, à la base, il faut être bien né, il faut avoir intrinsèquement des qualités physiologiques hors du commun pour faire ce métier qu'on a vu juste incroyable et extrêmement difficile. Bon, et ça marche dans tous les sports, parce que quand on voit Teddy Riner, il est né comme ça. Bon, on sait que sur un tatami, voilà, Usain Bolt aux 100 mètres, etc., etc. Vincent Barthaud, il y a quand même une différence avec Tadej Pogačar. C'est que par exemple hier, sur l'étape de Montmartre, bon, il pleuvait, il y avait des risques de chute, les temps ont été gelés par les organisateurs pour ne pas flouer. D'ailleurs, bon, ça c'est un débat, on se reposera la question après, mais lui, il a fait la course, Pogačar. Lui, il a fait Paris-Roubaix cette année. Lui, il a gagné Liège-Bastogne-Liège. Lui, il est champion du monde et il a gagné maillot jaune avec le maillot de champion du monde. Ça, c'est quand même le top du top, Vincent Barthaud. Bah oui, il nous a montré hier que vraiment il lâchait rien. Il aurait pu très bien se laisser glisser, voilà, mais il a voulu faire la course et vraiment, ça a été un final incroyable. C'était compliqué de se mettre en danseuse, mais dans l'ascension de la roue pic, mais c'est vrai que ce mec, il est depuis le début de saison, vous l'avez dit Fred, vraiment partout, et c'est ce qui rend encore plus, c'est ce qui classe encore plus ce mec dans la catégorie des grands champions.
il n'attend pas uniquement de faire le Tour de France et de le gagner. Et vraiment, c'est chapeau. Alors, je pense qu'il va pas forcément faire la Vuelta à la fin de l'année qui était prévue. Je pense qu'il va plutôt aller chercher un peu de repos parce que maintenant, peut-être le plus dur commence aussi, d'essayer d'aller gagner un 5e tour, de rejoindre Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Ouais. Et donc voilà, je crois qu'il va avoir besoin de repos, de fraîcheur, mais chapeau à lui parce que c'est vrai qu'il a tellement dominé cette année. Des fois, on s'est un peu ennuyé, mais on peut pas lui reprocher grand-chose parce que il est là dans les classiques. Il a déjà gagné des monuments. Il est encore présent sur le Tour. Le dernier jour, même sous la pluie, il fait la course. Il a envie de gagner. Alors, il est tombé sur un grand Wout van Aert hier, mais chapeau à lui. Non, c'est vraiment comme vous avez expliqué tout à l'heure. C'est un mec qui est doué depuis tout petit, depuis la catégorie des juniors, donc qui confirme son talent. Bon, alors d'ailleurs, vous êtes passionnés, vous les auditeurs de Sud Radio, pour cette montée magnifique de la rue Le Pic dont parle Vincent Barthaud. Est-ce que vous voulez que systématiquement le Tour de France passe par Montmartre désormais? On vous pose la question sur le compte X de Sud Radio. Justine Houlet, qui est notre journaliste responsable de la petite consultation, va me donner les résultats dans un instant, mais continuez de voter. Est-ce que vous êtes pour chaque année ce passage sur Montmartre? Alors il y a aussi les questions que les auditeurs se posent, et Xavier Jean, je vais m'appuyer d'ailleurs sur quelqu'un qui est issu du cyclisme, donc c'est pas un regard extérieur, qui commence, et à chaque fois on y a eu droit sur chaque grand leader du Tour de France, c'est Samuel Belnou, donc qui est un ancien entraîneur, notamment de l'équipe Cofidis, qui dit ses puissances avaient été rarement, voire jamais observées, et il dit beaucoup de doutes. Ça, alors bon, il y a l'héritage du cyclisme avec ces histoires de dopage, ça évidemment c'est une chose sûre. Est-ce que, en raison des vitesses impressionnantes, c'est peut-être ça, Xavier Jean, qui pose le plus de soucis, ça va beaucoup plus vite qu'à l'époque d'Armstrong où on savait qu'ils étaient aidés par des produits. Alors, est-ce que aujourd'hui, pour la communication du cyclisme, il y a une parade ou pas? Non, je crois pas qu'il faut chercher de parade, il faut rester vigilant. Pour autant, je pense qu'on doit aussi... si on émet le doute sur la performance, on n'a pas la preuve d'un dopage. Voilà. Donc aujourd'hui, Tadej Pogačar, il est contrôlé 50 fois par an. Si vous me posez la question de savoir est-ce que Tadej Pogačar se dope ou pas, je n'ai pas la réponse. Je sais juste qu'il se soumet à tout ce qu'on lui demande. Voilà. Donc à partir de là, en tant que président d'une instance, évidemment, on doit avoir un droit de réserve. L'histoire de notre cycliste a montré qu'il y a pu y avoir des dérives, qu'elles peuvent se reproduire. Pour autant, je n'ai pas, moi, ici, l'intention, ni ici ni ailleurs, de m'ériger en tribunal et d'avoir des accusations sans preuve. Ouais. Et je pense que ça, aujourd'hui, d'apporter, par exemple, à nos auditeurs une réponse de quelqu'un qui connaît. Donc, c'est pour ça, Xavier Jean. Et c'est pas se défausser, mais c'est aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui sont au-dessus pour des raisons génétiques, et après d'autres ont pris des raccourcis, mais on a aussi, nous, tendance à peut-être, nous, quand je dis nous, plus généralement, à décrier les performances telles qu'elles sont extraordinaires. Pour autant, il y a moins, et moi je n'ai aucune preuve et je n'ai évidemment pas aucune raison de douter des performances, mais là on va voir les championnats du monde de natation qui commencent. On a un Français extraordinaire, derrière on Maxime Grousset qui est champion du monde. Oui, champion du monde, et on va avoir Léo Marchand qui va arriver. On a tous vibré de ses exploits l'année dernière, et moi derrière mon écran. Et ça n'a jamais été aussi vite. Et ça n'a jamais été aussi vite, et pour autant, ma première réflexion n'est pas de me demander s'il est dopé ou pas. Parce que j'ai envie de croire en lui. Alors on traîne ce boulet, cette histoire. Usain Bolt était intouchable, voilà. Comment était-ce possible? Il y a eu des cas de dopage dans le 100 mètres. Mais s'interroger est une nécessité au-delà de notre histoire. Après, aujourd'hui, on a un acteur qui se soumet à tout ce qu'on lui demande. Est-ce qu'on a la preuve? J'ai envie de dire, le seul qui a la réponse, c'est lui. Mais moi, je ne m'érigerai pas en tribunal comme certains veulent le faire et font un fonds de commerce de ça aussi. Christophe Moreau, vous avez connu les années dopage, vous observez aujourd'hui les performances. Est-ce que, alors aujourd'hui, il y a deux thématiques qui sont mises en avant pour justifier cette rapidité, l'évolution des matériels, des vélos en l'occurrence, et aussi de la préparation, notamment sur l'aspect nutritionnel. Alors d'ailleurs, on peut se poser des questions, parce que l'aide à la nutrition avec des compléments alimentaires, bon, ça fait partie des questions. Mais vous pensiez qu'on
pouvait arriver à ce genre de performance, Christophe Moreau? Moi, je crois qu'aujourd'hui, chaque pourcentage d'amélioration de la performance est optimisé. On ne laisse plus rien au hasard, que ce soit sur la nutrition, sur le matériel. On voit la forme des casques, on voit aujourd'hui les vélos, les sections des pneus qui ont aussi évolué, les braquets. On met des 60 dedans. Alors ça, encore faut-il, on va rappeler à nos auditeurs, c'est-à-dire que le braquet, moi je veux bien essayer de mettre un 71, mais pour emmener la puissance, je vais jamais y arriver, je vais me casser les jambes. C'est juste incroyable. Voilà. Pour dire, déjà, à l'époque, on va parler comme un ancien, mais on mettait 54 dents, 55 dents, si on était fou presque. Voilà. Aujourd'hui, l'évolution, elle est biomécanique, elle est nutritionnelle. Ils font des stages en altitude. Les garçons sont quasiment 100 jours en stage pour courir 60 ou 70 jours dans l'année. Donc on optimise tout. Il y a des cuistots dans toutes les équipes, il y a des nutritionnistes, des diététiciens. On laisse plus rien au hasard. Et le fait que la performance soit meilleure, c'est que le matériel a énormément évolué. Je vous montre mon vélo d'il y a 15 ans, quand j'ai arrêté ma carrière et celui d'aujourd'hui, c'est un autre monde. Et on parle de 15 années. Il s'est passé énormément de choses. Et vous avez essayé, vous sentez qu'il y a une vraie différence? C'est juste incroyable. Ouais. Que ce soit le derrière électrique, que ce soit les freinages à disque hydraulique, plus toute la qualité des roues, des roulements, etc. Enfin bref, il y a eu une marche énorme au niveau de la technologie du vélo et du suivi du coureur et de la préparation du coureur. Bon. Et Vincent Barthaud, est-ce que vous qui avez observé, pour nous, Sud Radio, tous les coureurs du Tour de France, est-ce que finalement les coureurs ne s'inquiètent pas, parce que c'est bien beau d'aller encore plus vite. Alors on vient de dire qu'il y avait des explications, mais il y a le danger aussi, parce que aller plus vite, ça veut dire arriver plus vite sur un problème, et forcément, est-ce que vous sentez que les coureurs aujourd'hui ont peur un petit peu de faire ce métier qui devient très dangereux, hein, Vincent? Alors Vincent Barthaud, il y a une petite coupure, mais bon, ça arrive de temps en temps. C'est juste au moment. Hein, c'est comme quoi des fois il y a pas de chance. Hein, voilà, vous entendez le bip. Voilà. Peut-être qu'on l'a, Vincent Barthaud. Ah bah oui, reconnecté tout de suite dans la foulée. Vincent Barthaud, vous aviez entendu la question. Nous écoutons maintenant la réponse. Allez-y sur les dangers pour les coureurs cyclistes avec cette vitesse. Mais du danger, il y en aura toujours malheureusement, parce qu'on est sur la route, on est dépendant de traverser les communes, les arrivées au sprint, on est pratiquement, ils sont toujours très nombreux, même dans mon temps ou dans le temps de Christophe et autres, et de Xavier, il y a eu aussi toujours des chutes. Simplement maintenant, vous l'avez bien dit, le matériel a évolué, la vitesse va beaucoup plus vite, mais ça restera toujours dangereux. Quand on tombe, on n'est pas sur de la pelouse, on est sur du bitume. Et voilà, en plus, est-ce qu'on peut pas faire un effort sur les protections quand même, parce que il n'y a pas plus léger qu'un cuissard et qu'un maillot, non? Ça serait pas bien d'avoir. Oui, mais non, mais on va pas courir avec des épaulettes, on va pas s'habiller comme un motard. Et pourquoi pas? Ça ferait drôle. Non, mais je crois qu'il y a tellement d'évolution maintenant qu'on est obligé de faire avec. Là, vous parliez de nutrition et autres, mais ils ont aussi des préparateurs mentaux. Vous l'avez vu dans la dernière semaine, Pogacar, il envoie souvent un dans son équipe. Il lui a bien préparé à justement essayer de tromper l'adversaire, de tromper Vingegaard, tout ça. Donc les mecs automatiquement, ils progressent. Ils arrivent dans le bus, une fois l'étape est finie, ils montent dans leur bus. Nous, on avait un bus d'école où on était encore en voiture. Et vous alliez prendre la douche à la salle des fêtes du village aussi, c'est ça? Exactement, et quand on arrivait à manger, on avait de l'eau dans les pattes. Que là, si vous voulez, ils prennent leur douche aussitôt, ils mangent aussitôt dans le bus. Dès qu'ils arrivent à l'hôtel, ils n'ont plus qu'à se faire masser. C'est magnifique. Donc voilà, c'est difficile de comparer, mais ce sport restera toujours dangereux, Fred. Toujours, toujours. Ben oui. Premier Tadej Pogacar du Tour de France 2025, c'est sa 4e victoire. Il devance Jonas Vingegaard de 4 minutes 24 et le meilleur jeune du Tour de France, l'Allemand Florian Lipowitz, qui est à 11 minutes. Dans ce classement général, il y a ensuite Oscar Hindley, Félix Gall, Tobias Holland, Johannessen et le premier Français, Kevin Vauquelin, 7e. Et nous avons un autre Français dans le top 10, il est 10e, Jordan Gégat. Il est temps pour nous, dans un instant, d'aborder la question des Français sur ce Tour de France et bien sûr de revenir sur cette fête à Montmartre. Vous répondez sur le compte X de Sud Radio à la question: faut-il passer systématiquement chaque année par Montmartre pour le Tour de France? Restez bien avec nous, nous vous disons tout. Et normalement, si tout va bien, Richard Virenque devrait nous retrouver. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio fait son tour de France. Frédéric Brindel.
Quel plaisir de se retrouver, les vraies voix du Tour de France, avec un plateau exceptionnel. Nos grands témoins de l'émission, Xavier Jean, ancien coureur du Tour de France, est devenu président de la Ligue du cyclisme professionnel, l'un de nos meilleurs coureurs de l'histoire du cyclisme français, 4e du Tour de France, ancien maillot jaune, double vainqueur du Critérium du Dauphiné. Christophe Moreau est avec nous, notre consultant, le roi du maillot jaune et du 14 juillet 1989. Il n'a pas connu la Révolution, mais 200 ans après, c'est lui qui l'a fait à Marseille. C'est Vincent Barthaud. Et puis, je rigole parce que Vincent est aussi un homme d'image, et si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de Sud Radio, eh ben vous rigolerez avec nous. Et puis nous allons accueillir celui qui est une légende du cyclisme, Richard Virenque. Dans un instant, nous allons le joindre. Mais avant, donc, cette question que nous vous posons, est-ce que le Tour de France, pour les prochaines éditions, la dernière étape du Tour, doit-elle systématiquement passer par Montmartre? Vous dites non à 53%, donc oui à 47%. Tiens, on va y revenir tout à l'heure avec Xavier Jean et Christophe Moreau. Vous auriez voté quoi, Xavier Jean? Oui. Oui, vous et Christophe Moreau? Non. Ah, bah ça tombe bien, si on veut faire un débat, je pense que... Et vous, Vincent, tranchez, Vincent Barthaud? Non, non plus. Ah, bon, bah moi je dis oui, donc ça fait 2-2. On va voir ce qu'en pense Richard Virenque dans un instant, qui est en train de se connecter avec nous. Bon, bilan des Français sur ce Tour de France. Xavier Jean, en tant que président de la Ligue, on rappelle que vous occupez avec la Ligue du cyclisme professionnel de toutes les épreuves sur le territoire français, que vous êtes finalement le lien central, un petit peu comme la Ligue de football, de basket, de rugby, de handball, que j'oublie pas évidemment, c'est mon deuxième amour, le handball. Voilà. Et bien ou décevant les Français sur ce Tour? J'ai envie de dire bien. C'est vrai qu'on est toujours un peu gourmand et qu'on aurait aimé mieux. Après, évidemment, on n'a personne sur le podium final, si on parle du classement général. Ouais. Pour autant, on est la seule nation à avoir 2 coureurs dans les 10 premiers, et qui sont susceptibles de concourir au maillot blanc, en plus, du meilleur jeune. Donc c'est pas rien. Donc ça augure des perspectives pour ces coureurs jeunes. Derrière, on a vu des coureurs offensifs. On a vu une magnifique victoire au Mont Ventoux. Oui. Voilà, Valentin Paré-Peintre, magnifique grimpeur. Qui nous a réjouis d'une façon, et de quelle façon? Voilà, parce que là, c'est pas le fruit du hasard. Il est allé la chercher magnifiquement. Derrière, on a vu des coureurs à l'offensive avec un peu de réussite, Romain Grégoire ou d'autres auraient pu aller décrocher il y a une chute de Romain Grégoire. Il y a une chute, mais on oublie aussi, il ne faut pas oublier ces très belles performances sur la première semaine, où c'est un des rares à être capable d'accompagner les tout meilleurs. Donc, je pense que voilà, on a eu des belles choses. Après, le résultat global, oui, les équipes françaises n'ont pas gagné d'étape. Ouais. Maintenant, ça traduit aussi ce dont on parle depuis un moment donné, de ce fossé qui se creuse entre les 4-5 meilleures équipes du monde, avec des budgets quasi illimités, et puis les autres équipes. D'ailleurs, ce tour a traduit le fait que je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'équipes qui n'ont pas gagné d'étape ou un maillot distinctif. Et voilà, on pourra en parler tout à l'heure. Oui, parce que c'est un petit peu la pyramide, que les économistes évoquent souvent quand ils parlent du capitalisme. C'est-à-dire que plus on avance, plus les riches sont riches, et voilà, c'est ça. Richard Virenque est avec nous. Cher Richard Virenque, merci d'être avec nous. Je vous présente pas Vincent Barthaud, Xavier Jean et Christophe Moreau, Bonjour à tous. Non, pas besoin de me présenter, je le connais très 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 bien. Bon, merci Richard d'être avec nous. Nous étions en train de parler des Français. Alors je vous fais tout de suite rentrer dans la discussion sur Sud Radio. Richard Virenque, est-ce qu'il y a un Français qui vous a marqué sur ce Tour de France? Quelqu'un? Alors bon, on a peut-être une ou deux idées, mais je vous laisse nous dire, vous faire parler votre cœur. Écoutez, le premier Français qui a été régulier sur tout le Tour et qui est la révélation de ce Tour, c'est Kevin Vauquelin. Pour moi, c'est vraiment une belle révélation. Il s'est battu et jusqu'au bout. Donc voilà, c'est le Français en tout cas qui m'a vraiment impressionné au fil des semaines. Et il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché, même il perd des pieds et toujours à son train. Il a pu stabiliser et revenir et faire dans les 10 premiers du Tour de France
une belle prestation. Je pense que ça va lui donner des idées pour la suite. Donc, Richard Virenque a accroché pour Kevin Vauquelin. Alors lui, Vincent Barthaud, pendant tout le Tour de France, il n'a jamais prononcé Kevin. Il disait le petit Vauquelin. Et à chaque fois que Vincent, le petit Vauquelin, il lui manque quoi pour progresser? Il y a des axes de progression? Oui, il lui manque un petit peu l'expérience. Mais moi, je dis le petit Vauquelin parce qu'effectivement, il est de chez moi, il est de Bayeux. Je l'ai découvert un peu en cadet, en junior, et voilà. Mais ceci dit, effectivement, il lui manque un petit peu d'expérience, de maturité, et puis aussi, même s'il a bien été, il a eu des bons équipiers à côté de lui, il lui manque aussi un peu d'autres choses pour pouvoir s'améliorer. Mais c'est tellement dur aujourd'hui de pouvoir gagner une étape et de pouvoir rentrer dans les 10 premiers. Il y a aussi le petit, on va pas l'oublier, hein, Jordan Jegat, qui à mon avis, il a fait aussi un grand Tour de France. On va en parler dans un instant. On va en parler effectivement, Vincent, mais justement sur ce que vous évoquiez, Vincent, concernant Kevin Vauquelin. Il me fait un peu penser à vous, Christophe Moreau, parce que il a au début de sa carrière un potentiel qui n'est pas forcément celui de quelqu'un qui va gagner le Tour de France, et puis il le devient, comme vous. Est-ce que je me trompe s'il y a peut-être aussi une histoire de poids? N'est-il pas encore un peu lourd pour gagner le Tour de France? Est-ce que ce n'est pas ça l'axe, Christophe Moreau? Pour ma part, il ne m'a pas semblé que Kevin était en surpoids. Je ne pense pas. Mais c'est sa constitution. Sa constitution, ouais. Je pense qu'il a un potentiel, un bon compromis au niveau corporel. Donc, je pense que ce qui fait la différence pour l'instant, qu'il le minimise encore, c'est qu'il progresse dans l'expérience du Tour, d'acquérir cette endurance de 3 semaines, et surtout le mental. Le Tour, je pense que mentalement il faut être très très solide et avoir une équipe et une structure autour de lui qui lui permettra d'évoluer encore. Je dis pas que c'est une mauvaise équipe où il était, mais de dire que quelque part à un moment donné l'expérience est importante, mais les moyens qu'on donne autour du coureur, elle l'est également, bien sûr. Alors notre Richard Virenque, une fois 2e du Tour de France, une fois 3e du Tour de France, donc pas très loin. Thibaut Pinot a fait aussi un podium, Jean-Christophe Perrault, Romain Bardet, ça fait quelques années. Richard Virenque, est-ce que vous avez vu chez les Français quelqu'un qui éventuellement avait l'ossature, alors pas forcément pour gagner le Tour de France, mais ne serait-ce qu'une course par étape de haut niveau, donc un autre grand tour, mais également des grandes épreuves de plus d'une semaine, parce qu'on attend ça aussi, Richard Virenque. Oui, l'étape, il faut quand même se réjouir de Valentin Paré-Peintre, hein, de ce qu'il nous a fait au Ventoux, c'est quand même exceptionnel. Donc, un coureur comme Valentin pourra encore se sublimer pour gagner des courses difficiles. Après, d'autres coureurs, il y a Grégoire, je pense que est un grand talent. Il lui manque peut-être encore un peu de confiance en lui. Mais je pense qu'il faut être un peu patient. Donc cette année, on a vu un Tour de France où quelques Français se sont montrés. On a vu un peu Julien Lafilippe qui a montré le bout de son nez, qui a fait des places et qui se cherche encore et qui j'espère pour lui, qui reviendra au plus haut niveau. Donc, mais on est dans une phase un peu, on va dire, monotone des coureurs français. Avant, on avait des sprinteurs qui étaient toujours aux avant-postes. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est un passage comme ça. Il faut être patient. Oui, la patience. Alors, Xavier Jean, en tant que président de la Ligue du cyclisme professionnel, est-ce qu'on s'inquiète aussi pour les équipes françaises? On en a parlé avec nos invités tout au long de ce mois sur Sud Radio. La fiscalité, la possibilité d'avoir un petit peu plus d'aisance financière, ça, c'est un casse-tête, hein? C'est un casse-tête. On sait que voilà le sujet du budget cap a été abordé avec l'UCI. Pour l'instant, c'est resté un peu lettre morte et je crois que c'est un sujet qui, de toute façon, va devoir arriver sur la table les prochaines années. On a vraiment un fossé qui se creuse, un centre de gravité économique du cyclisme qui est en train d'aller vers le Moyen-Orient, notamment, pas que, mais... Et faudrait pas qu'il se lasse déjà d'investir dans le vélo, mais pour autant, si on veut avoir un beau spectacle, si on veut avoir un Tour de France animé, tout le monde ne peut pas gagner le Tour, on est bien d'accord, il n'y a qu'une seule place, il n'y a qu'un seul maillot jaune, c'est ce qui en fait la beauté. Mais il faut qu'il y ait au départ des équipes, et 23 équipes en l'occurrence, et 23 équipes qui sont en capacité d'animer la course.
Et il faut aussi que demain, avec, j'ai envie de dire, des billets d'entrée de plus en plus chers, les sponsors se retrouvent. Et quelque part, ils ont un retour sur image. Et donc, on sait l'importance du Tour de France, qui est de l'ordre de 60 à 65% de la notoriété sur une année, et qui se joue en 3 semaines. Et que demain, il faut qu'on puisse préserver ça. Et c'est un vrai sujet. Pour le cyclisme de demain, mais pas que français, on le voit dans les rumeurs qu'on a sur nos voisins et les Belges, et le aussi. constat qu'on peut faire, qu'on a pu faire ces dernières années en Italie, première nation au monde avec le nombre de coureurs professionnels. Pour autant, ils n'ont plus d'équipe pour le Tour depuis un bon nombre d'années. Et l'Espagne n'en ont qu'une. Et l'Espagne n'en a qu'une. Et donc demain, voilà, le cyclisme, quoi qu'on veuille, et c'est une très bonne chose, qui est cette mondialisation avec des talents qui émergent. Mais l'ancrage du cyclisme, il est en Europe. Et on l'a vu au moment du Covid, on l'a vu, voilà, et en France notamment, mais pas que, on a dans les pays historiques du cyclisme. Et si on ne veille pas à ce que y ait un maintien de ce cyclisme dans ces territoires, on verra la disparition d'équipes, et ensuite on verra la disparition d'épreuves. Parce que demain, le public, il viendra pas au Tour de France pour voir notamment des Chinois ou des Asiatiques ou des Sud-Américains, oui, il sera content de les voir. Mais parmi un peloton européen, il faut s'identifier à ces champions comme Christophe Moreau, comme Richard Virenque. Vincent Barthaud, est-ce qu'il ne faut pas réinventer aussi le système? On a vu une grande fête et vous me voyez venir, on va en parler avec vous. Je rappelle, chers auditeurs de Sud Radio, que nous avons une échappée exceptionnelle avec Vincent Barthaud, Richard Virenque, Christophe Moreau et Xavier Jean. J'ai du mal à suivre, évidemment. Quoique maintenant, Xavier, il roule un peu moins. Oui. Mais messieurs, et vous, Vincent Barthaud, faudrait pas réinventer quelque chose, par exemple, entrée payante sur le circuit pour développer l'économie, parce que les équipes ont besoin aussi de rentrer, parce que le système du simple sponsor peut s'essouffler, Vincent Barthaud? Oui, il faudrait essayer de retrouver quelque chose qui puisse aider un peu le cyclisme actuel. Mais moi, à un moment, quand j'étais justement dans la caravane comme animateur, j'avais une fausse équipe cycliste et j'avais pensé à un moment, pourquoi pas que les gens puissent donner 1 euro, 2 euros à chaque passage des étapes. Mais bon, c'était compliqué parce que l'État, les routes sont ouvertes à tout le monde. Mais pourquoi pas les gens donner au bord de la route dans une espèce de petite camionnette où ils donnaient 2 euros, 3 euros. À la sortie, ça aurait fait beaucoup d'argent. Mais c'est impossible. Alors vous savez que l'État va vous tomber dessus parce que il faut déclarer. Donc ça c'est une première chose. Mais bon, c'est un phénomène qu'on a tous connu. Alors là je me mets parce que moi je me suis arrêté chez les amateurs. Mais les courses qu'on faisait, il y avait des fameuses primes et les primes que les gens donnaient, ça servait aux jeunes coureurs à se racheter ses pneus ou ses boyaux, etc., etc. Bon, alors grande fête à Montmartre. Richard Virenque, vous auriez aimé la faire, cette étape. On imagine, je ne peux pas imaginer une seule seconde, Richard, que vous, hier, dans le peloton du Tour de France, vous auriez mis une première mine, comme a essayé de le faire Julien Alaphilippe d'ailleurs, Richard. Oui, c'est sûr. Un final comme on a vécu hier, c'est sublime. Sublime, finir comme ça le Tour. Je crois que Christophe est d'accord avec moi. On aurait été... quand on était coureur de voir un final comme ça sur les Champs-Élysées, mais on se serait ravis d'attaquer au premier, au deuxième et au troisième passage pour faire sauter la course, pour faire du spectacle. C'est clair que finir le Tour comme ça, c'est la magie, le monde. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait dans cette montée. C'est ça le Tour de France. Donc on se serait cru dans une étape de montagne. Bon, peut-être les sprinteurs vont tirer un peu la gueule chaque année. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être une année sur 2, le mettre une fois au sprint et une fois comme ça. Et comme ça, tout le monde serait content. Donc non, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour reparler un peu des fonds qu'il faudrait essayer de récupérer, vous savez, il faut vivre avec son temps. On est en 2025. Aujourd'hui, il y a des droits télé qui rapportent beaucoup d'argent. Les équipes ne touchent pas 1 euro de tout ça. Donc peut-être il serait temps pour aider les équipes que ça soit reversé aux équipes, aux coureurs. Parce que les coureurs font le spectacle. Il est clair que les organisateurs qui organisent bien la course, mais il y a des primes, c'est clair, mais les primes, c'est des miettes. Donc aujourd'hui, les équipes ont du mal et ce serait peut-être le temps que les droits télé, il y a un quote-part qui sera distribué aux équipes
pour qu'ils puissent en bénéficier. Après, faire payer les spectateurs sur le bord de la route, je crois pas que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui... Ça dépend, Richard, si il y a des arrivées en circuit, parce qu'évidemment, si on voit passer le peloton 10 secondes... Le vélo a toujours été un sport gratuit et ça marche toujours comme ça. Et une autre chose, les taxes, on parlait des taxes, les salaires, c'est tout doublé. Donc un coureur qui gagnerait, on va dire, un partenaire qui paye un coureur 10 000 euros, eh ben, ça lui coûte 20 000 euros. Eh ben, c'est comme dans la même économie. Là, on est dans le sport, on est dans une chose un peu particulière parce qu'un coureur cycliste, une carrière, ça dure 5 ans, 6 ans, 10 ans maximum. Donc, il y a Ministre des Sports peut-être pourrait se pencher sur cette question-là au niveau des sportifs, parce que tous les sportifs, je vais pas vous faire à l'envers, mais tous les sportifs qui ont un renom ne sont pas résidents en France. Pourquoi ? Parce que comme elle est très courte la carrière, donc il faut on va dire capitaliser. Une carrière, elle peut s'arrêter en 5 ans ou 6 ans et après, du jour au lendemain, vous repassez, on va dire, à zéro. Donc, si vous n'avez pas capitalisé à ce moment-là, et ben voilà. Donc, il serait beaucoup plus intelligent de faire des, on va dire, à la carte tout ce qui est sportif pour que les sportifs déjà restent en France, soient résidents français, mais l'État, lève un peu le pied sur les taxes. Comme ça, au moins, les équipes françaises seraient plus fortes, elles pourraient plus embaucher et elles auraient plus de moyens. Voilà le point de vue de Richard Virenque ce soir sur Sud Radio, avec plein de choses effectivement très importantes. On a entendu aussi le patron de la Ligue professionnelle de cyclisme, Xavier Jean. Je reviens sur mon histoire de Montmartre, parce que Christophe Moreau, vous disiez ne pas être forcément convaincu. Mais Richard vous a peut-être ouvert la porte, c'est comme s'il vous avait emmené le sprint, ça a dû arriver d'ailleurs ça. Oui, hein. C'est-à-dire que oui, mais pas tous les ans, c'est ça l'idée ? Ouais, je pense que ce serait un compromis qui serait plutôt idéal pour convenir à tout type de coureurs. Là, on a vu que c'était des punchers, plutôt grimpeurs, et puis la part belle, l'année d'après pour les sprinteurs, comme on a l'habitude de l'avoir, pour pouvoir aussi soulager, et puis avoir un petit agrément pour de fin de tour, que de dire il y a encore Montmartre, et s'il pleut, alors c'est pas de bol, il y a plus, c'était vraiment pas facile, c'était extrêmement glissant. Par ailleurs, la rue Le Pic, l'ambiance qu'il y avait comme aux Jeux Olympiques, c'est juste fantastique, c'est merveilleux. Mais peut-être pas tous les ans. Donc, pas tous les ans. Et on gèle les temps ou pas, Vincent Barthaud ? Parce que c'est un peu frustrant. Moi, j'étais sur les Champs-Élysées. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Roglic ? Roglic, il était seul dans la Pampa, Lipovic. Enfin, certains grands leaders comme Vingegaard ont fait ça comme un critérium, hein, c'est-à-dire un petit spectacle, Vincent Barthaud. Oui, mais alors hier, c'est justement par le biais de Pascal, hein, Pascal Chanteur, c'est lui qui a proposé justement de geler les temps parce que les conditions climatiques faisaient que ça devenait vraiment très dangereux et j'ai trouvé ça tout à fait normal. Sur une étape sec, non, parce que ça devient ridicule. Mais hier, oui, il fallait, parce qu'on a assisté vraiment à un spectacle magnifique. Hein, il n'y a pas de souci, c'était super beau, il y avait du monde, il y a eu de la bagarre. Mais moi, je suis pas toujours pour. On vient quand même de se taper 3 semaines. Enfin, moi, je parle pour les coureurs, mais 3 semaines de difficultés depuis le départ de Lille, la montagne. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et quand vous arrivez, même s'il faut changer la culture un peu, quand vous arrivez sur les champs, vous êtes vraiment content. Ça a été un ressenti que Christophe il a eu. Je pense Richard aussi, Xavier. C'est tous les coureurs sont tous très contents d'arriver sur les champs. Alors c'est vrai, c'est un peu le jour de fête, voilà. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi on ferait pas quand même une étape animée comme celle d'hier ? Ça a toujours été un peu dans le principe de dire voilà, on arrive sur les champs, même si les années, il y a quand même eu de la bagarre avec Bernard Hinault, avec Zoltemek. Mais l'étape d'hier, pour conclure, elle a été magnifique. Mais moi, je trouve que le dernier jour, ou alors l'idée de le faire une année sur 2, c'est très bien. Ouais. Mais le jour d'arriver sur les champs, on retrouve la famille, on retrouve les enfants, voilà, tout le monde est content. On est parti quand même depuis 3 semaines d'une galère. Vraiment d'arriver sur les... ouais. C'est l'aspect festif. Alors Xavier Jean pour le débat. Donc Xavier Jean, vous êtes moi aussi pour Montmartre tous les ans, parce que c'est vrai que c'est bien beau de voir un défilé sur les champs, mais aussi
C'est plus une course. Ouais. Alors, plus une course, faut relativiser parce que ça descend à 70 à l'heure d'un côté, ça monte à 60. Moi, un grimpeur, vous n'étiez pas à la fête sur les champs, non. Monter. Christophe beaucoup plus que moi certainement, mais donc voilà, ça reste un défilé effectivement en début d'étape, mais une fois qu'on arrive sur les champs, ça rigole pas quand même. Voilà. Après, je crois que ça nous a aussi renvoyé hier à la parenthèse enchantée qu'on a vécue il y a un an. Les JO. Nous a fait tellement de bien, je crois, à l'ensemble des Français et au-delà. Et ça nous a ramené aussi un petit peu là. C'est peut-être aussi cet enthousiasme qu'on a revécu dans la rue Le Pic. Et puis le spectacle qui a été offert hier. Alors effectivement, il y a eu la nécessité de geler. Après, les temps, par rapport à l'enjeu sportif, il y a eu le danger que se représentait ce temps sur ce parcours. Ça glissait beaucoup. Je crois qu'il faut aussi trouver quelque part l'équilibre. Alors on n'avait pas de chance hier sur les conditions climatiques. Voilà, ça aurait été alors le résultat aurait peut-être été le même. Après, avec un peloton certainement beaucoup moins éparpillé qu'il ne l'a été hier. Aussi, oui. Après, le petit bémol par rapport à hier où on a eu un spectacle fantastique. Pour autant, je pense qu'il faut aussi faire attention à ce que les coureurs qui soient derrière se relâchent pas trop non plus. Parce que si on arrive à un moment donné, on prend 10 minutes en 30 bornes, c'est qu'à un moment donné, on se relâche. Et le tour, ça se mérite quand même. Bon. Et quand il y avait l'arrivée sur les champs, on voyait personne arriver à 10 minutes. Parce que ça tâtonne, mais en tout cas, vos points de vue ont été hyper intéressants. Richard, juste en 10 secondes pour terminer, parce que cette émission est passée beaucoup trop vite. Richard Virenque, 7 fois meilleur grimpeur du Tour de France, c'était les 50 ans du maillot blanc à pois rouge, ça faisait 50 ans qu'il était là. C'est le maillot qui est le plus collé à votre peau, Richard, ce maillot blanc à pois rouge? Oui, forcément, parce que je l'ai gagné plusieurs fois et c'était ma façon de courir. C'est un peu chevaleresque et voilà. Donc les Français aiment bien ce maillot. Et oui, pour résumer, c'est le maillot, on va dire, de la personne très courageuse et qui va à l'avant, qui marque les points en montagne, mais en haute montagne. C'est pas seulement dans les troisième catégorie, deuxième catégorie, il faut faire le show en montagne. Et c'est ça le plus dur, le maillot à pois, c'est qu'il faut être là tous les jours et quasiment 3 semaines. Donc voilà. Donc en résumé, 50 ans, vous voyez, ça fait long. Et en tout cas, en tout cas, j'étais content d'être un peu honoré cette année parce que c'était les 50 ans. Richard Virenque, on n'oublie pas Lucien Van Impe aussi, qui l'a gagné beaucoup de fois. Voilà. Merci Richard Virenque d'avoir été notre invité dans les vraies voies du Tour de France. Merci Christophe Moreau, ça a été vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Président Xavier Jean, merci 1000 fois. Et puis je salue nos 2 consultants, Vincent Barthaud et Pascal Chanteur, qui a eu un petit contretemps, mais il était avec nous avec le cœur, il n'y a pas de souci. C'est un grand plaisir de faire cette émission. Alors on avait commencé avec Christian Prudhomme, Bernard Hinault, et on finit avec vous. Franchement, c'est un plaisir. Et on a vu Bernard Thévenet, etc. Tout de suite, les commerces. Rendez-vous avec Laurie Leclerc. Et puis nous, on se retrouve pour les vraies voix demain de 17h à 19h. Merci encore, mes chers cyclistes. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Tout l'été, nous mettons à l'honneur les commerçants participant au Trophée du commerce, organisé par CCI France, la chambre de commerce et d'industrie. Et nous allons donc en Alsace retrouver Clément Nicot, fondateur de Bistrot de Village, qui a remporté le 2e prix dans la catégorie entrepreneuriat. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, le Bistrot de Village, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. C'est un bar itinérant qui se balade dans des petits villages dépourvus de bar-bistrot dans le Bas-Rhin afin de recréer un peu le lien social en semaine d'avril à septembre. Voilà. On propose à boire. Oui, c'est la fermeture des commerces de proximité, de ce point de rendez-vous qu'il y avait dans les villages qui vous a motivé à créer ce bistrot itinérant ? C'est ça, tout à fait. En fait, initialement, je voulais créer un bar en dur à Strasbourg, classique. Sauf que les fonds de commerce coûtaient très cher et je me suis rendu compte en fait que dans les petits villages autour de chez moi, il n'y avait plus de bar. Et je me suis dit, autant mettre un bar dans un camion sur 4 roues et le balader dans des villages où il n'y en a plus, afin de justement compenser ce manque de liens et de commerce dans ces villages-là. Et j'ai lancé ça en 2022 et puis ça se passe plutôt bien depuis cette période. C'est la 4e saison maintenant.
Ah oui, d'accord. 4e saison. Les clients Ouais. sont au rendez-vous. Vous avez des habitués qui reviennent? Ouais, c'est ça. C'est ça. Concrètement, les villages dans lesquels je vais, c'est des villages entre 400 et 2000 habitants. Et en moyenne, j'ai entre 30 et 50 personnes qui viennent régulièrement boire un petit coup et manger une planche apéro, une tarte flambée au camion. Donc, en plus des clients plus ponctuels ou des touristes qui viennent parfois en Alsace. Donc, voilà, ça se passe plutôt bien. Vous nous parlez des tartes flambées, c'est important pour vous. Vous servez des produits locaux d'Alsace? Ah oui, 100%, ouais. Toute la carte est sourcée auprès de producteurs locaux et indépendants. Donc, c'est vraiment des produits simples, hein, de la bière pression, du vin, du crément, des softs, des sodas. Ça, c'est pour le côté boisson. Et du côté de la nourriture, c'est des planches apéro à partager, de la Knack, aka saucisse de Strasbourg, et en effet de la tarte flambée ou flamme-cuche, c'est un peu plus répandu en dehors de l'Alsace, ce terme-là. Là, aujourd'hui, vous vous partagez entre combien de villages? Alors là, en tout, j'ai 12 villages. J'en ai 6 au printemps, d'avril à juin, et 6 en été, de juillet à septembre. Voilà, je travaille en village du mardi au jeudi. Et après, les vendredis, les week-ends, le camion est destiné à la privatisation pour des mariages, anniversaires, etc. C'est quelque chose que vous pourriez étendre, 12 villages, vous pourriez en faire plus? Alors, je pourrais en faire plus. Le problème, c'est que faut pas que je passe trop de temps sur les routes, parce que tout simplement, parfois, les services se terminent assez tard. Et pour éviter de rentrer à 3h du matin chez moi, j'essaye de faire maximum 30 km par rapport à mon point de départ. Donc, en effet, j'ai eu d'autres demandes ailleurs dans la région, notamment dans le Haut-Rhin. Donc, c'est pour ça que j'ai créé, il y a quelques mois, la franchise Bistrot de Village, afin justement de permettre à d'autres entrepreneurs, que ce soit en Alsace ou ailleurs en France, de monter à bord d'un camion Bistrot de Village et, on va dire, réaliser la même mission que moi, à savoir redynamiser des zones rurales dépourvues de bar bistrot dans leur zone de chalandise, on va dire. Donc voilà, il y a de quoi faire, hein. Le constat qu'il n'y a plus aucun bar bistrot, que ce soit en Alsace ou ailleurs, est quand même assez présent. Donc il y a du boulot pour répondre à ce besoin. Et vous devez être plutôt bien accueilli aussi par les communes, par les municipalités? Ouais, tout à fait. En fait, ça a été la première étape du projet, hein, quand je l'ai lancé en 2022. Enfin, j'avais réfléchi au projet déjà en 2021, mais on va dire que c'était la première étape à réaliser, c'est-à-dire soumettre l'idée à différentes communes. Et forcément, pour ces communes-là, c'est un petit peu entre guillemets, du pain béni, quoi, parce que y a on va dire un acteur extérieur qui vient directement dans leur commune pour dynamiser l'ambiance auprès de leurs habitants. Donc généralement j'ai des tables en plus mises à disposition par les communes, parce que moi j'amène ma propre terrasse, une 30aine de places. D'accord. Mais généralement j'ai des accords pour avoir 5 ou 6 tables en plus, de manière à parfois avoir 100 personnes en même temps lors des services. Ah oui. Donc ça fait du boulot, mais ça crée une super ambiance. Et vous êtes tout seul? Ouais, je suis tout seul à la gestion. Après, j'ai une employée avec moi qui m'aide lors des services de tarte flambée, notamment pour l'encaissement et la prise de commande. Et cette année, justement, pour recréer beaucoup plus d'ambiance, là, j'ai mis en place, on va dire, une série de concerts avec des artistes locaux pour justement créer une vraie ambiance musicale et dans laquelle on peut boire et manger des produits 100% alsaciens. Et là, cette semaine, on vous retrouve où en Alsace? Alors demain, je suis à Utenheim. Alors attention, il y a 2 Utenheim dans le Bas-Rhin. C'est Utenheim sans H, à côté de Vestouze. Mercredi, je serai à Friesenheim et jeudi, je serai à Ebersheim. Et pour vous suivre, pour vous retrouver, ou même pour ceux qui sont intéressés peut-être pour, comme vous nous l'avez dit, les fêtes, les mariages, vous avez un site internet? Oui, tout à fait. C'est bistrotdevillage.fr. Village avec un S à la fin et bistrot avec un T, je précise. Oui. Et voilà, et puis j'ai un onglet spécifique à l'événementiel, et on peut aussi retrouver mon planning de tournée sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Clément Nicot, fondateur donc de Bistrot de Village, qui a remporté, on le rappelle, le 2e prix national dans la catégorie entrepreneuriat au Trophée du commerce organisé par CCI France, la Chambre de commerce et d'industrie. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerçants. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons